Dans cette vidéo, on va découvrir le quotidien du métier de journaliste-présentateur. Pour ça, j'ai suivi Jean-Rémy Baudot, journaliste chez France Info. Il présente la tranche 18h-20h avec une partie uniquement radio de 18h à 20h et une partie également diffusée en télé entre 20h et 21h. Pour découvrir les coulisses de son métier, je l'ai retrouvé dans la rédaction de France Info à la Maison de la Radio. Comment ça se déroule du coup ici? Il y a une conférence de rédac un peu plus tôt dans la journée. La journée elle commence avec une conférence de rédaction avec l'équipe du 18-20 et aussi des informés. Là par exemple, on a décidé de ce qu'on allait mettre, on a un chemin de fer, voilà, une espèce de tableau dans lequel on met ce qu'on imagine mettre à l'antenne tout à l'heure. Donc on choisit à la fois les sujets et surtout on choisit les angles qu'on veut faire. C'est pas tant de se dire on va parler de ce sujet-là et puis on ouvre le robinet et puis on verra de quoi on parle. Non, l'idée c'est d'angler les choses pour aussi apporter des éclairages au public. Pas que ça parte dans tous les sens. Pour pas que ça parte dans tous les sens, voilà. Tout l'enjeu c'est d'apporter un éclairage qui est accessible et qui est faire un peu de pédagogie, etc. Là par exemple, on a décidé que ce soir le fait du jour, le procès Pélico, et donc on va traiter ce sujet de 18h09 à 18h27. Ça c'est une liberté qui est vraiment... D'avoir un temps aussi long pour traiter un sujet, c'est vrai que c'est un luxe. C'est un luxe, c'est assez génial en fait d'avoir autant de temps pour traiter un sujet parce que de fait on va pouvoir amener différents angles et donc tout ça, ça permet aux auditeurs sur ce sujet-là d'avoir une vision un peu large du sujet et de se dire clé de compréhension. Ouais, là j'ai appris des trucs, j'ai compris des trucs, ah bah oui ça, mais oui c'est vrai que ça paraissait simple mais en fait c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué que ça, etc. Donc notre rôle c'est aussi ça. Dans les confs de rédac, on va pouvoir aussi choisir de quel sujet on aborde parce qu'en plus de l'angle, il y a déjà est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on parle de ça? Comment on en parle? Tiens, j'aimerais bien parler de ça. Oui, mais on n'en a pas déjà parlé il y a 2 jours. Donc, est-ce qu'on en reparle? Est-ce qu'on en reparle de cette manière-là? Ou non, finalement, on en reparlera une autre fois, qu'on fait des choix éditoriaux. Après, on a un travail qui est de recherche d'informations. Donc moi, aujourd'hui, je suis présentateur, mais ici, on appelle ça fil rouge. Mais longtemps, j'ai été reporter, où donc j'allais sur le terrain. C'était mes propres sources. On a aussi des sources qui sont des agences de presse, etc. Mais il y a tout un travail d'aller chercher les informations et ensuite de les travailler, de les digérer, si c'est un peu ça. On va dire un peu ça comme ça, et pour pouvoir les retransmettre à des gens qui peut-être sont en train de penser à complètement autre chose et à qui on va dire arrêtez-vous 2 secondes, écoutez-nous parce que là il y a un truc qui est important et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Du coup, tout est écrit, parce que je vois depuis tout à l'heure, tu écris tes lancements, tu écris... Alors, en fait, on écrit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on improvise, qui sont un peu de l'ordre de l'animation aussi, parce qu'il faut que ce soit agréable à écouter, mais en réalité, il y a beaucoup de choses, il faut que ce soit vivant, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on écrit, parce qu'on est là aussi pour donner des infos qui sont les plus précises possibles, les plus factuelles, et donc on ne peut pas être là à chercher ces mots, etc. On travaille dans ce qu'on appelle un conducteur, donc moi, par exemple, là, ça, c'est le conducteur entre 18h et 20h. Avec des cases horaires. Avec des cases, tout simplement des cases. Et là, on a décidé donc à 19h09 de parler du procès Pélico. Là, on a décidé de parler de Mayotte, etc., etc. Et donc, moi, j'écris. Donc là, pour l'instant, c'est un petit peu tôt, encore dans l'après-midi. Mais au fur et à mesure de l'après-midi, je vais écrire les questions, les lancements. Comment est-ce que on va se caler avec les autres journalistes qui sont sur le terrain pour savoir voilà comment est-ce que tu veux que je te lance. Et apprendre. Quitte à de temps en temps sortir des rails, mais au moins on a un fil rouge bien sûr. Et on peut se rattraper sur. Voilà. Oui, ça aussi, pour les interviews, c'est une base de travail. Ensuite, en fait, le principal travail dans l'interview, c'est de poser les questions, d'écouter les réponses et ensuite de rebondir sur les réponses. Mais finalement, si l'interview est bien préparée, on peut aller rechercher des éléments qu'on avait déjà anticipés pour rebondir, pour amener sur un autre sujet, pour élargir, pour demander des précisions. Et voilà, donc typiquement, il va y avoir un sujet sur Mayotte, on va parler de l'abbé Pierre, on va parler de la soumission chimique. Et donc moi, je prépare des questions. Ces questions, elles sont parfois simples, c'est parfois les questions les plus simples qu'on se pose. Comment ça marche? Pourquoi? À quel moment? Comment vous l'expliquez? Et puis parfois il y a des questions plus techniques qui nécessitent d'aller chercher plus loin, qui nécessitent d'aller beaucoup plus travailler, faire des recherches aussi. Beaucoup plus faire des recherches. Et ce conducteur après, donc tu le retrouves quand tu es à l'antenne? Alors moi je me l'imprime. Ok. Comme ça je l'ai en papier, ça me permet d'apporter des annotations, voilà. Sinon c'est sur un écran aussi. Et en régie, ils peuvent l'avoir pour aussi mieux. Voilà, bien sûr. Et j'ai un deuxième, je me base sur un deuxième document qui est ce qu'on appelle une grille dynamique, dans lequel on note en continu les éléments, à quelle heure, et comme ça, moi, visuellement,
Je sais que par exemple, à la fin de la séquence Mayotte ici, je vais parler de la Fondation Abbé Pierre. Donc ça, c'est ce qui me permet moi de me... D'une manière plus macro, en tout cas, de savoir où tu en es de l'émission. Exactement. C'est vérifier tout ça derrière, pareil sur tes relances. Tu parlais de mots parfois, le poids des mots, c'est-à-dire qu'on va le choisir pour pas forcément utiliser tel mot. J'ai quelqu'un qui me parle dans l'oreille, qui s'appelle Philippe, qui est derrière, voilà, qui est mon rédacteur en chef, et qui vient aussi travailler. Voilà, on est une équipe, quoi, hein, parce qu'en fait, on n'est pas du tout seul à l'antenne. Il faut vraiment pas penser qu'on est tout seul, bien au contraire. On est une équipe de préparation, une équipe pendant l'émission, et en fait, on se parle pendant les reportages, pendant les interviews, pour essayer d'être le plus précis possible, le plus affûté possible. Ce qu'on m'a soumis comme idée, c'est de commencer la séquence du procès Pélicaud avec les applaudissements, bravo Gisèle, etc. Et elle qui parle. D'accord. Quelques secondes auparavant, elle avait réagi à l'intérieur. Je peux dire ça, je peux dire les réactions à l'extérieur du truc et tout. Quelques secondes auparavant, au sortir de la salle d'audience, voilà les mots qu'elle a tenus comme ça. C'est factuel, c'est... Et tu peux repasser la colère, le reportage colère dans la deuxième partie. Oui, c'est bien ça. Donc ce qu'on s'est dit tout à l'heure avec Philippe, c'est on a essayé de réfléchir à comment est-ce qu'on raconte, parce que la radio c'est aussi comment est-ce qu'on amène, donc comment est-ce qu'on met du son, comment est-ce qu'on emmène en fait les auditeurs avec nous pour qu'ils aient l'impression d'être un peu sur le terrain avec nous et les faire aussi imaginer les scènes. Donc par exemple, là, on a décidé de commencer la séquence sur le procès des viols de Mazan avec des applaudissements. Et moi, j'explique. Moi, je vais expliquer les applaudissements à l'extérieur du tribunal, etc. Et ensuite, on ira retrouver notre envoyé spécial, Mathilde Lemaire, qui a suivi le procès depuis 4 mois. On aura un spécialiste au téléphone et on aura le chef du service police-justice qui, lui aussi, va pouvoir nous aider à comprendre comment, sur un dossier comme ça, l'émotion et les attentes de la société ne sont pas toujours exactement en phase avec la réalité de la justice telle qu'elle est rendue. Et en plus, tout ça sur une durée, finalement, sur ces 3 séquences qu'on va avoir avec à la fois les intervenants, etc. Ça va pas finalement être si long, donc il va falloir aussi enchaîner. C'est une question de timing aussi. Donc tout est une question de timing et donc tout est une question d'écriture. Oui. Donc il faut que, c'est tout bête, hein, mais il faut que le son des applaudissements soit dans la machine en régie au bon moment pour que quand je lance avec un petit signe de la main les applaudissements, ce soit bien les applaudissements qui partent. C'est complètement différent d'ailleurs de faire de la télé et de la radio. Tu as la chance de faire les deux. Ça ne se vit pas pareil, ça ne se construit pas pareil en tant que journaliste, les deux médias. La grosse différence avec la télévision, c'est qu'à la télé, il y a donc les images qui permettent d'avoir un support et qui permettent, on n'est pas toujours obligé de raconter ce qu'il y a sur les images. À la radio, on est obligé de décrire. On parle de l'écriture radio pour dire souvent c'est une écriture qui est très ciselée, qui est très précise. C'est un peu de la dentelle quand même. Et je trouve qu'en télé, on a un peu moins ça. Oui, disons qu'on se repose un peu sur la béquille de l'image. On se repose un peu sur l'image, on est plus dans une espèce de flux et de flow. Quant en radio, on peut vraiment jouer beaucoup plus avec les mots et accrocher et jouer sur la musicalité, jouer sur les rythmes. Qu'est-ce que tu préfères, toi, d'ailleurs? Tu as une préférence? Je peux aussi ne pas en avoir une. Tu as le droit. Et c'est une très bonne réponse. Ça va, d'ailleurs, je te mets pas trop en retard sur... Je sais que tu dois quand même écrire. Oui, tout va bien. Voilà, beaucoup. Je vais m'y remettre. Pendant que Jean-Rémy finit d'écrire son conducteur, j'en profite pour vous dire que si le monde des médias vous intéresse, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui décrypte les médias pour mieux comprendre comment ça marche et leur relation avec les plateformes internet. Par exemple, on y compare Twitch à la télé. Ça s'appelle Ludovic Bis et le lien est en description. Là, il est quand même 16h39. Ouais, il y a plein de trucs qui sont pas finis. L'antenne quand même, faut pas trop tarder. Donc je continue à avancer. L'idée c'est d'avancer d'abord sur les trucs qui bougent le moins. Du plus froid au plus chaud. Du plus froid au plus chaud, voilà. Donc là, j'essaie de faire des trucs qui vont pas bouger d'ici là et les sujets qui sont les moins compliqués. Pour ensuite avoir le temps d'être vraiment focus sur les sujets les plus difficiles. Oui. Et il y a des moments aussi où justement tu as un décrochage parce qu'il y a une info qui tombe, quelque chose d'important. Non, mais il y a surtout des moments où tout ce qu'on a préparé part à la poubelle. Ouais. Parce qu'en fait, il se passe quelque chose de tellement gros que ça casse la grille, qu'on se retrouve en spécial, qu'il se passe quelque chose de tellement important que voilà. Et donc là, en fait, on prend quelques notes et puis on y va, on est à l'antenne et puis on improvise parce qu'en fait, on est dans le feu de l'actu. Et c'est aussi ça le métier en fait. Est-ce que c'est ça aussi que tu recherches? Il y a une certaine adrénaline dans ces moments-là, tu vois? Oui, adrénaline et puis adrénaline tout en gardant le sérieux. La complexité de ces moments-là, c'est de rester calme et on construit le récit au fur et à mesure pour, encore une fois, permettre aux gens de comprendre. On vous explique, voilà ce qui est en train de se passer. On le découvre en même temps que vous. C'est un peu comme une vague qui avance.
Tout à fait. Et en fait, il faut l'expliquer et donc ne pas se précipiter parce qu'en fait, si on se précipite, on risque de dire des bêtises. On risque de prendre des chiffres qui sont pas les bons, de donner des bilans qui sont pas les bons. Et il n'y a rien de pire que de dire « Ah, il y avait 3 morts, en fait, non, il n'y en a plus qu'un ». Ça fait pas très chic. Qui informe les journalistes? Comment ils sont au courant des informations? Ça aussi, c'est une question que les gens se posent beaucoup. Les journalistes, ils sont informés soit par des journalistes qui sont sur le terrain et donc qui observent eux-mêmes ce qui est en train de se passer. Quand il y a des choses qui sont prévues, par exemple un procès, par exemple, non, pas des forcément. choses comme ça. Oui, mais par exemple... Mais si on parle d'un attentat... prenons un attentat. Prenons un attentat. Il y a un attentat dans Paris. Il va y avoir, par exemple, soit la police qui va dire « Attention, il y a eu un attentat à cet endroit-là ». Donc nous, en tant que journalistes, aussi bien le public est censé quitter les lieux, nous, en tant que journalistes, on essaie de se rapprocher pour voir ce qui se passe. Chercher des témoins, écouter cette personne-là qui a tout vu. Et donc nous, c'est aussi ça nos sources, elles sont à la fois nos journalistes qui sont sur le terrain, il y a aussi des agences de presse qui font ce travail-là. Beaucoup aussi, parce que c'est pratique, on ne peut pas avoir des journalistes partout. Oui, mais il faut aussi s'assurer qu'évidemment... et puis ils se baladent comme ça dans des lieux qui attendent qu'il se passe un truc. Non, mais évidemment, mais tout l'enjeu de notre boulot, il est de pouvoir être le plus réactif possible. À France Info, on a une agence qui nous permet en fait de confirmer des informations au fur et à mesure que les choses arrivent. Et quand je vois une dépêche de l'agence Radio France, en tout cas par exemple l'agence Radio France, je sais que ça a été validé par mes propres équipes, par les équipes de la radio. Et donc là je sais que je peux le prendre de manière sûre. Donc en fait c'est tout ce travail collectif qui fait qu'à la fin, à l'antenne, sans se précipiter, on donne la bonne info. Quelques minutes à peine avant la prise d'antenne de 18 h, il est temps pour Jean-Rémy de récupérer son conducteur et de filer en studio. On est dans l'exemple typique, on a prévu quelque chose, il y avait le journal de 18 h, Emmanuel Macron prend la parole depuis Mayotte, et du coup, donc on change tout, on écoute le président et dans un instant on fera un débrief avec Paul Barcelone qui est du service politique de France Info. On l'écoute. Est-ce que Jules reprend la main et me passe la main ou est-ce que quand Macron finit de parler, je prends? L'approvisionnement d'abord. Okay. Machin, reconstruire. Attends, alors approvisionnement. 2, reconstruire. Ok, immigration. Et ensuite la question de l'immigration et des populations et du droit du sol et le symbole politique quoi. Alors à ce moment-là, immigration, droit du sol et le symbole politique. Bien sûr. On arrive à la fin là. Discours, prise de parole assez long, beaucoup de choses dedans que vous allez décrypter dans France Info Soir. Jean-Rémy Baudot, bonsoir Jean-Rémy. Bonsoir Jules, bonsoir à tous et merci d'avoir suivi donc sur France Info les déclarations du chef de l'État Emmanuel Macron depuis l'île de Mayotte. Il est arrivé depuis l'archipel de Mayotte. Emmanuel Macron qui est arrivé sur place et qui prolonge donc sa visite. Il va passer la nuit dans l'archipel. On va revenir avec vous Paul Barcelone, bonsoir. Bonsoir Jean-Rémy. Du service politique de France Info. On va revenir sur les déclarations du chef de l'État. Peut-être un premier mot sur l'urgence, organiser l'approvisionnement de l'eau et de la nourriture. Ça fait partie des premières promesses d'Emmanuel Macron. Absolument. Le chef de l'État a cherché tout au long de cette journée à... L'actualité à Mayotte, la politique, mais l'actualité c'est aussi ça. Les applaudissements à l'extérieur du tribunal d'Avignon, applaudissements pour Gisèle Pelicot. Au sortir de l'annonce des condamnations, plusieurs dizaines de femmes et d'hommes venus soutenir, venus remercier la victime de cette affaire hors norme. Gisèle Pelicot qui, quelques instants auparavant, avait pris la parole au sortir de la salle d'audience sans aucun commentaire sur les peines prononcées. C'est avec une profonde émotion. Voilà, Gisèle Pelicot, droguée, violée par son mari et des dizaines d'inconnus pendant des années. Tu sais combien de temps il te reste au sonore? C'est ça avant de reprendre? 1 minute 25. Très bien. Là, Jean-Rémy, on l'entend pas, mais en fait, il parle à la régie directement, qui est de l'autre côté de la vitre. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, sachez que j'ai fait une vidéo avec un réalisateur radio. Je vous mets une petite fiche. Cette petite lumière qui s'allume en rouge, c'est ce qui te permet de savoir quand tu es à l'antenne ou pas. Oui, c'est le symbole visuel qui fait que je sais que je suis en feu. Tu pourras voir aussi, ici j'ai une espèce de tableau de bord avec des dépêches, le décompte des éléments sonores qui sont joués depuis la régie, et puis la grille dont on a parlé tout à l'heure qui me permet de voir tout à fait. De manière dynamique où est-ce que tu en es dans ton émission de là où on en est. Et de louper aucune info, dépêche. Mais en fait, le lien principal que j'ai moi avec Philippe qui est mon head chef en régie, c'est l'oreille.
Bien sûr, il te parle à l'oreillette. On me parle dans l'oreille, voilà. Et comme tout à l'heure, je vais faire de la télé, j'ai une oreillette qui est quasiment invisible. Sinon, je mettrais le casque. Le casque, le bon vieux casque. Sauf que tu vas enchaîner directement avec la télé. 9 secondes, attention. Des dépenses militaires en 2025. Aucune annonce, aucune nouveauté donc dans cette conférence de presse, mais peut-être, Sylvain, un message envoyé à ceux qui envisagent déjà des négociations et une issue à la guerre en Ukraine. Tu as dû voir que je fais beaucoup de signes à la régie parce qu'en fait, il y a des signes pour lancer tes sujets. Pour lancer les éléments sonores, pour lancer les virgules. On fait des signes aussi pour dire là on s'arrête. On fait voilà, il y a plein de petits signes comme ça, une espèce de langue des signes. Et pendant les sujets, tu peux leur parler en revanche et ils t'entendent. Et eux, et j'ai un bouton là-dessous où je peux leur parler. OK pour le teasing très vite. Un mois sans descendre sous les 20 degrés, même la nuit. Bientôt la fin de cette émission-là, et ça enchaîne direct avec la télé. On va découvrir ça. Télé et radio. Télé et radio, les deux ensemble. Co-diffusion. Co-diffusion. Procès Pélico, les condamnations dans ce procès, on va en parler dans un instant dans France Info Soir. Ce sera notamment au cœur des informés. On retrouve Agathe Lambray d'ici 3 minutes ainsi que tous nos informés. Ce sera jusqu'à 21h. On parlera aussi de François Bayrou qui tente de mettre en place un gouvernement et d'Emmanuel Macron qui est à Mayotte. Donc là, on descend 2 étages. On descend 2 étages. On est, en fait, la radio se passe au 4e étage et le studio qui est le studio de télévision est en fait au 2e étage. Ça te fait du sport quand même. Ça fait un peu de sport, donc il ne faut pas trop courir, évidemment, parce que sinon on arrive essoufflé. Mais c'est une petite gymnastique comme ça. C'est très original ça quand même. Tous les soirs. Jamais vu. Et du coup, tu as été maquillé en studio radio. C'est pour ça que je suis maquillé avant, parce que j'ai pas le temps de me maquiller avant d'aller directement au studio de télé, sinon j'aurais été maquillé ici. Effectivement. Et cette fois-ci, je ne pourrais pas d'ailleurs accompagner en studio. Je vais rester en régie, évidemment. Là, bonsoir à tous. Salut les amis. Juste derrière moi, là, c'est l'entrée du studio. Et ici, c'est la régie télé. Et la régie, elle est constituée, il y a un réalisateur, il y a un téléopérateur pour les caméras. On retrouve aussi une ingénieure du son, un chef d'édition, un truquiste, un habilleur, bref, c'est très complet. Si vous voulez un jour, on fera un épisode sur les métiers de la régie. Ben voilà, sortie d'antenne, là ça y est, la journée est terminée pour toi. Elle est officiellement terminée, après on va débriefer un petit peu, et puis après je vais lire la presse de lendemain. Et alors puis, c'est ça, c'est partie des questions. Parce que j'en profite, j'ai quelques petites questions, mais en fait, être journaliste, c'est aussi un métier qui se vit 24 heures sur 24, parce que tu es obligé d'être informé au maximum, tout le temps. Est-ce que finalement tu finis pas par être un peu drogué de l'info? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu n'es pas tout le temps en recherche d'infos constamment? Comment ça se passe? On est tout le temps drogué d'infos, oui, je ne sais pas droguer, en tout cas on est tout le temps connecté à l'info. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement chez moi j'ai toujours dans un coin France Info, une chaîne d'infos, ma tablette avec les derniers push. Oui, je suis un peu drogué à l'info dans le sens où j'ai besoin j'ai besoin et à la fois j'ai envie de savoir toujours tout ce qui se passe. Encore une fois, j'ai aussi mes propres infos, mes propres contacts qui m'écrivent. En fait, quand on est journaliste, ça s'arrête jamais vraiment, parfois jusqu'à 1h du matin, des petits textos avec des conseillers, des trucs, etc. Parce que ça permet aussi de comprendre aussi toute la complexité de certaines infos. Un point qui me semble important, c'est qu'en fait, quand on est journaliste, il faut lire beaucoup de choses. Ne pas lire que... en fait, ne pas se contenter juste d'écouter un peu la radio ou d'écouter un peu quelques chaînes d'infos. Et moi, il y a un point qui me semble hyper important, et pardon, c'est un peu professoral de dire ça, mais je pense que le métier de journaliste, c'est vraiment l'idée de penser contre soi-même. Ça veut dire que les auditeurs, ils sont pas censés savoir ce que je pense, ils sont pas censés savoir ce que je vote. Par contre, moi, je sais ce que je pense, et donc je pense que c'est hyper important de penser contre soi-même, et donc d'aller lire des choses, je suis pas forcément d'accord, d'aller écouter des gens qui me plaisent pas, pour aussi me forger déjà pour continuer à travailler les différents sujets et savoir ce qui se passe et essayer de comprendre les positions des uns et des autres, mais c'est aussi une manière de comprendre aussi un peu la complexité du monde, et le fait de penser contre soi-même, c'est aussi se challenger soi-même.
soi-même, quoi. Et honnêtement, je pense vraiment que c'est hyper important. L'idée d'un quatrième pouvoir, c'est souvent comme ça qu'on écrit les médias, justement sur le rôle politique qu'il a dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire qu'il peut à la fois influencer sur la politique, il peut aussi créer pour plusieurs affaires par exemple qui ont été jugées ensuite, sont venues plutôt de la presse, qui ont créé après des enquêtes derrière. En France, les médias ont un rôle politique. Comment ça se passe, le quatrième pouvoir? Ben non, mais je suis là que je suis pas forcément d'accord, c'est-à-dire que quand les médias sortent une affaire judiciaire qui met en avant la politique, ils ont pas forcément un positionnement politique. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des enquêtes journalistiques qui ont créé après des affaires derrière, et que la justice a pu... Mais de fait, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que la presse est un contre-pouvoir. Et l'important, c'est effectivement que la presse puisse travailler librement, avoir accès librement à une pluralité de sources d'informations. Moi, je le vois par exemple avec la presse présidentielle autour d'Emmanuel Macron. Donc, on se bat au quotidien pour que l'Élysée donne un accès aux journalistes le plus large possible. Tout le temps. Et donc c'est un travail quotidien, parce que sinon, c'est quoi? C'est le règne de la communication politique. Et en fait, c'est pareil dans toutes les sphères. Le journalisme, ça n'est pas reprendre des communiqués de presse ou uniquement reprendre des déclarations officielles. C'est important que les journalistes ils puissent être au plus près du président. Je prends l'exemple du président, mais ça marche pour tout. Ça marche pour tout. Donc il y a la question du contre-pouvoir, ce qui nous donne une responsabilité énorme. Ça veut dire que les infos qu'on sort, ça veut dire que les infos qu'on donne, elles ont une résonance, et les gens nous font confiance pour ça. Oui, la presse est un contre-pouvoir parce que dans un pays libre et démocratique, la presse doit pouvoir travailler de manière... C'est hyper important. Et en fait, c'est pour ça que nous, on se bat, je dis nous à la presse présidentielle, mais pas uniquement, enfin je veux dire ici à France Info et dans tous les grands médias. Et c'est pour ça qu'on se bat aussi pour que l'information soit la plus large possible et avoir à la fois un bon accès pour les journalistes et une bonne diffusion ensuite des infos. Il y a un enjeu démocratique qui est hyper fort. Les journalistes, en fait, ils sont le lien entre les citoyens et les puissances au sens large. Tout à fait. On parlait du lien de confiance avec les gens. Justement, ce lien, est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il est brisé entre les gens et les journalistes, entre les téléspectateurs, les lecteurs, etc. Puisque sur énormément d'études qui ont été faites, le métier le plus détesté en France, c'est journaliste. Tu le ressens, toi, ça ou pas? Beaucoup de gens peut-être ont l'impression que l'information, elle passe par le clash, elle passe par l'opinion. Et c'est rassurant d'avoir des gens qui disent exactement la même chose que ce que tu penses. C'est la facilité aussi. Bah oui, c'est un peu rassurant, donc voilà, ça fait toujours un peu plaisir. Néanmoins, je pense que comment on regagne la confiance, peut-être en n'étant pas trop putassier, peut-être en étant factuel, peut-être en apportant des éclairages, en prenant le temps d'expliquer. À la différence de certains réseaux sociaux aussi, justement, c'est ça aussi ce qu'apportent les journalistes. Tu vois, par rapport parce que n'importe qui peut faire du journalisme, ça ne veut pas dire d'être journaliste, c'est deux choses aussi complètement différentes. Et justement, c'est ça aussi. L'idée, c'est d'aller creuser quand on est journaliste. Ça se résume pas en... En vrai, le débat, il est vraiment compliqué parce que, par exemple... Non, mais c'est vrai, mais c'est un débat compliqué parce que, par exemple, il y a des tas de gens qui se disent journalistes qui ont des méthodes qui ne sont pas journalistiques pour dessous. C'est-à-dire des méthodes de confrontation, des méthodes de pluralisme des sources, les méthodes de confrontation des différents... Il y a une déontologie à respecter pour être journaliste. Voilà, et en fait, peut-être que les choses pourraient changer. Il y a une des réalités, si on est assez honnête, c'est que les journalistes ont tendance, un peu, je pense, par une forme de fierté, à refuser souvent de se remettre en question. Je pense que c'est une erreur. Et ça revient à la question de penser contre soi-même. Quand on fait une erreur, il faut le dire. On n'est pas infaillible. Bien sûr. C'est des humains derrière. Hein. Ouais, mais ça ne devrait pas arriver. Parce que justement, si on a bien travaillé, qu'on a baqué toutes ces sources et qu'on sort une info, cette info, elle ne peut pas être démontie 4 minutes plus tard. C'est pas possible. Non, là, c'est grave. Même ça arrive, hein. Ça arrive parfois, juste à 2 heures de la fin des élections. Il y a des choses parfois qui se passent comme ça. De temps en temps, on gagnerait, je pense. Et peut-être que l'opinion, on le ressentirait si, quand il y a des erreurs, on le disait peut-être plus franchement. Là, on a fait une bêtise. Là, on n'a pas bien dit les choses. Moi, j'ai été justement journaliste avant d'être youtubeur. C'est incroyable, etc. En revanche, on va pas se le cacher, c'est un métier qui est extrêmement précaire. Surtout quand on commence ce métier-là. On parle des piges, on parle d'horaires de travail, de choses comme ça. Toi, quelle est justement ta vision? Comment tout ça, à la fois, soit pourrait évoluer, ou alors pour des jeunes qui voudraient se lancer justement et qui ça ferait peur, ce genre de secteur, à cause de ça, parce qu'on le sait, c'est un métier très précaire. Quelle est ta vision là-dessus? Je pense que c'est un métier qui nécessite aussi de la passion. Obligatoirement, oui. Ouais, non, mais c'est pas idiot de le dire, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait un métier de bureau comme un autre, qui nécessite beaucoup d'investissement, parce que ça demande du temps aussi on en revient à la question de qu'est-ce que je lis, est-ce que je suis drogué à l'info ou pas. En fait, ça demande du temps. C'est chronophage. C'est chronophage, d'essayer de comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et donc oui, ça demande du temps, ça demande un peu de l'engagement. Moi, quand j'en parle avec des étudiants, je leur dis, mais faites des stages, faites-vous des expériences. Et puis, la vérité, c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et
Et je doute pas que c'est difficile. Moi, je vois quand même que j'ai pas mal d'étudiants autour de moi, qu'on accompagne, notamment avec mon association, mais pas seulement. Quand ils sont bien encadrés, quand ils sont bien aidés, bah, ils y arrivent, ils en vivent. Voilà. Après, il y a toujours des déperditions. Par exemple, quand on regarde les écoles de journalisme, il y a toujours, je sais pas quelle est la statistique, mais je pense qu'il y a à peu près 10 ans plus tard, il y a la moitié qui sont plus journalistes. Je dirais plus de la moitié. Allez, j'étais un peu optimiste. Moi, je dirais ça. Mais il faut le savoir, voilà, c'est un métier qui ouais, est non, mais il faut le savoir, oui, il faut le savoir. C'est pas forcément un métier qui embauche en CDI, en truc comme ça. Non, mais c'est difficile. Merci beaucoup, Jean-Rémy, de m'avoir accueilli aujourd'hui sur ta journée. Avec grand plaisir. C'était extrêmement intéressant. Que tu as saisi l'entièreté de ce boulot qui est génial. Enfin, j'espère qu'ils ont saisi surtout. C'est un métier passionnant. Ouais, c'est un métier passionnant. C'est un job qui est sérieux, on parle de trucs horribles souvent. Et c'est quand même un métier où il y a de l'énergie et où on monte aussi, voilà, on décrypte le monde. Et donc de temps en temps, je fais un pas de côté, je fais waouh, mais j'adore faire ce job. Je trouve ça trop chouette. Ouais, c'est trop bien. Merci beaucoup. C'était très cool, très intéressant. J'espère aussi que cette vidéo à vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche, 18 h, pour une prochaine vidéo. Salut!